Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'un des empires les plus durables et pourtant l'un des plus méconnus de l'histoire africaine, le Kanem-Borno. Un empire dont la longévité, elle défie l'imagination. 1100 ans. C'est juste énorme. C'est la durée d'existence de cet empire, du 8e au 19e siècle. Pour mettre ça en perspective, c'est bien plus long que l'Empire romain. Une telle longévité, ça force à se poser une question essentielle. C'est justement ça, le grand paradoxe qu'on va essayer de démêler ensemble. Comment une structure qui a prouvé sa résilience pendant des siècles a-t-elle pu finalement s'effondrer? Pour comprendre la chute, il faut d'abord revenir aux fondations de sa puissance. Alors pour comprendre, il faut revenir au tout début. L'histoire du Kanem-Borno, elle prend racine autour du lac Tchad. C'est un carrefour, un point stratégique absolument essentiel, à la fois pour le commerce, mais aussi pour le pouvoir. Ce qui est vraiment fascinant quand on regarde cette chronologie, c'est cette incroyable capacité d'adaptation. L'empire est fondé vers l'an 700 par la dynastie du Goua. Puis, au XIe siècle, il bascule, il embrasse l'islam avec les Sayfawa. Et plus tard, face à des menaces extérieures, il ne s'effondre pas. Non, il se déplace. Il abandonne sa capitale d'origine, au Kanem, pour aller s'établir à Bornou, où il fonde une nouvelle capitale en 1472. C'est cette résilience, dès le début, qui est sans doute la clé de sa longévité. Mais d'où venait cette puissance, au juste? Elle reposait sur des piliers très solides. Une force militaire capable de dominer les peuples voisins, comme les Sao, et surtout, le contrôle total des routes commerciales qui traversaient le Sahara. C'est le commerce, notamment des esclaves et de l'ivoire, qui a financé son expansion et sa stabilité. Et toute cette puissance va atteindre son sommet, son zénith, à la fin du XVIe siècle, sous le règne d'un souverain absolument visionnaire, Idriss Alouma. C'est là qu'on entre vraiment dans l'âge d'or de l'Empire. La première chose que fait Idriss Alouma, c'est de comprendre que la technologie militaire, c'est la clé. Il va donc moderniser complètement son armée. Comment? En introduisant des armes à feu et des mousquetaires formés à l'ottomane. Ça a donné à son empire un avantage décisif sur tous ses voisins. Mais attention, ce n'était pas juste un chef de guerre. Non, c'était aussi un fin diplomate. Il a établi des ambassades à Istanbul, qui était quand même le cœur de l'Empire ottoman, et à la Mecque, le centre du monde musulman. En faisant ça, il a positionné le Kanem-Borno comme une véritable puissance internationale respectée de tous. Et pour que tout ça tienne, il fallait aussi consolider l'Empire de l'intérieur. Il a donc mis en place la charia pour unifier tout le système juridique et il a fait construire une capitale fortifiée qui projetait une image de stabilité et de pouvoir. C'est vraiment la combinaison de toutes ces réformes qui a marqué l'apogée de l'Empire. Mais, comme souvent, c'est au sommet que les premières fissures commencent à apparaître. Alors la question c'est, comment est-ce qu'on passe de cet âge d'or à la chute? Ça ne s'est pas fait en un jour. Ça n'a pas été un événement unique, mais plutôt une très lente érosion qui s'est étendue sur plusieurs siècles. En gros, on peut regrouper les causes du déclin en 3 grands points. D'abord, des conflits à l'intérieur même de l'Empire. Les rivalités pour le trône ont commencé à le déchirer. Ensuite, des problèmes économiques. Les routes commerciales si importantes ont commencé à leur échapper. Et enfin, une pression extérieure de plus en plus forte de la part de royaumes voisins et de djihad. Et là, le contraste est vraiment saisissant. C'est le jour et la nuit. D'un côté, à l'âge d'or, une autorité centrale forte, une supériorité militaire, le contrôle de l'économie. De l'autre, pendant le déclin, des luttes intestines pour le pouvoir, l'abandon des armes à feu qui avaient fait leur force et la perte des routes commerciales au profit des Touaregs. L'Empire, petit à petit, se paralyse. C'est une sorte de longue agonie qui va se jouer en plusieurs actes. Dès le XVIIe siècle, les guerres civiles affaiblissent le pouvoir. Puis, en 1781, une grosse défaite militaire contre le royaume de Mandara accélère les choses. Au début du XIXe siècle, le djihad du califat de Sokoto porte un coup terrible en pillant la capitale. Chaque événement, c'est une nouvelle fissure dans un édifice déjà fragile. Le terrain est prêt pour le coup de grâce. On arrive à la fin du XIXe siècle et l'Empire, il faut le dire, n'est plus que l'ombre de lui-même. Il est affaibli depuis des générations, il est mûr pour la chute. Et c'est là que les derniers acteurs de son histoire entrent en scène. Et là, la fin va être incroyablement brutale et rapide. En 1893, un chef de guerre soudanais, Rabia Zubair, arrive, conquiert la capitale et met la région à feu et à sang. Juste après, les puissances coloniales européennes, qui sont en plein partage de l'Afrique, interviennent. En 1900, les Français battent Eturabi, et en à peine 2 ans, la France et la Grande-Bretagne se partagent ce qu'il reste de l'Empire. En moins de 10 ans, 1000 ans d'histoire sont balayés. Ce qui est frappant, c'est de voir comment les restes de l'Empire ont été partagés. Rabi a brisé le peu d'autorité centrale qui restait. Ensuite, la France a pris le contrôle de la partie Est, au Tchad. Et la Grande-Bretagne, qui venait du Nigeria, a absorbé la partie Ouest. L'Empire a été littéralement démembré. On pourrait se demander, mais pourquoi il n'y a pas eu plus de résistance face aux Européens? La réponse est en fait assez simple.
Au moment où ils sont arrivés, l'Empire était déjà à genoux. Épuisé par les conquêtes de Rabi, rongé de l'intérieur par ses propres divisions, il n'avait tout simplement plus la force de s'opposer efficacement. Et cet héritage, on le voit encore aujourd'hui sur les cartes. Le territoire qui formait autrefois un empire unifié est maintenant éclaté, traversé par les frontières de 5 pays différents, le Tchad, le Nigeria, le Niger, le Cameroun et même la Libye. C'est une véritable cicatrice géopolitique qui témoigne de cette histoire trop souvent oubliée. Tout ça nous laisse avec une question assez profonde en fait. Si un empire qui a survécu pendant 1100 ans a finalement pu s'effondrer à cause d'un mélange de divisions internes, de crises économiques et de chocs extérieurs, quelle est la vraie leçon sur la survie et, au fond, sur la fragilité des civilisations ? La réponse, ce n'est peut-être pas la puissance à un instant T, mais plutôt cette capacité ou non de continuer à s'adapter.